En France, on a tendance depuis longtemps à se méfier du mécénat, alors particulièrement du mécénat d'entreprise. D'entreprise, oui. Et on pense toujours que l'argent public, lui, est vertueux, qu'il est neutre. Est-ce que l'argent public est forcément neutre? Il est républicain. Ce que n'est pas l'argent privé, bordel de merde. C'est fondamental. Mais il faut arrêter d'opposer mécénat et argent public. Ils viennent en complément. Mais complètement d'accord. Nous, au Théâtre Liberté, je vous assure qu'on pense, on réfléchit mécénat, on a des mécènes, machin, etc. Mais c'est pas pour ça que la République doit abandonner, je veux dire, ses devoirs. Parce que, encore une fois, ce tissu culturel en France, il est fondamental. Et comme il le disait tout à l'heure, on nous l'envie partout, bordel de merde. C'est pareil que pour le cinéma. Ce qu'on a fait pour défendre notre cinéma, les Coréens ont fait pareil. Et comme par hasard, ils ont un cinéma. Et on les a fait venir, je sais. Alors, juste un bémol, donc Charles ça Berling. veut dire que c'est des politiques offensives. Et la politique, c'est important. Juste un bémol, les artistes américains, et même ceux qui aiment beaucoup la France, souvent trouvent étrange que les artistes français acceptent d'être payés par l'État, d'être payés par le pouvoir. Pour eux, c'est extrêmement choquant. Mais ils le sont aussi aux États-Unis. N'oublions pas que quand on regarde, vraiment, j'ai fait ma thèse là-dessus, sans vouloir, c'est-à-dire d'énormes calculs sur de très longues périodes. Quand on regarde le financement de la culture aux États-Unis et en France, en réalité, la part publique du budget culturel est à peu près la même dans les deux pays. Sauf qu'en France, elle est directe via un ministère de la Culture et des subventions, et qu'aux États-Unis, elle est indirecte via notamment un manque à gagner fiscal. Ce qui est vertueux, parce qu'effectivement, il n'y a pas un ministère de la Culture, il y a peut-être mieux, à savoir des centaines de milliers de petits ministères de la Culture. Mais malgré tout, l'argent public existe. Ne l'oublions pas, parce que quand il y a une défiscalisation, l'État perd de l'argent, et donc c'est de l'impôt négatif, donc ça revient. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que ça a des effets. Ça a des effets. C'est pas le même rapport entre le fait d'aller demander de l'argent à l'État ou aux collectivités locales d'ailleurs. Vincent Carré. Non, avant de répondre sur la question du mécénat, je voulais rebondir sur ce que disait Charles Berling sur le devoir républicain de l'État et du budget de la culture. À mon avis, le premier devoir républicain du budget de la culture, c'est de s'adresser à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est extrêmement loin. Et moi, c'est ma principale préoccupation. Je pense qu'on est à 1000 lieues d'une politique culturelle équitable, entre guillemets, ou en tout cas qui s'adresse avec les mêmes moyens à tous les citoyens. On en est extrêmement loin. Aujourd'hui, il y a des diversités d'appropriation du budget de la culture par les citoyens qui sont colossales. Entre un citoyen du centre-ville de Paris qui s'intéresse à l'art lyrique et un citoyen de périphérie qui s'intéresse au hip-hop, par exemple. Les moyens qui sont consacrés à l'un et à l'autre sont disproportionnés dans une mesure. L'argent public a des préférences. L'argent public non seulement a des préférences, malgré tout, non seulement a des préférences, mais génère des fractures qui sont considérables. Et on est dans une situation de relative urgence à pas mal d'égards. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, notamment sur la rupture avec les jeunes générations sur la question de la citoyenneté, etc., de l'engagement politique, de la prospective aussi citoyenne. Qu'est-ce que ce sera tout ça dans 20 ans? Eh bien, je pense qu'on ne répond pas là où il y a urgence. Si on faisait la même chose avec les zones d'éducation prioritaire, on les mettrait dans le 16e à Paris et dans le 6e à Lyon, quoi. Et ce serait ça la politique de l'éducation. Et je pense que là, il y a quelque chose à corriger en urgence, à mon avis. On ne peut pas avoir gueulé tous là en janvier pour voir justement tout ce qui se passe de fractures, de machins, de tensions, qu'on sort les kalachnikovs et puis dire les crayons on les casse et on les fout à la poubelle. C'est pas possible. Il a raison. Et après, ça ne veut pas dire non plus. Moi, je le connais depuis Jacques. On connaît le système de la décentralisation, ce système de théâtre subventionné, de théâtre public. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réformer. Je suis le premier à dire ça, qu'il faut absolument le réformer. Et je suis 1000 fois d'accord avec ce qu'il dit. Et par exemple, nous, là-bas, à Toulon, qu'est-ce qu'on fait? Du numérique. Mais oui, c'est vrai. En plus, on est même venu plusieurs fois à la Gaîté. C'est ça, parce que c'est important de se poser la question. On dit à une équipe, on dit, là, il y a les gens qui viennent. Ils sont super, ces gens-là, qui viennent dans ce théâtre. Maintenant, il faut que tous les gens autour, là, ils viennent aussi dans ce théâtre. À partir de même supprimer même le mot théâtre, pour que ça soit un endroit où les gens sentent qu'ils sont accueillis et qu'il n'y ait pas une espèce de vieille tradition parce que c'est normal, le pays a bougé, la population a bougé, nos cultures elles bougent, elles sont plus les mêmes, elles sont pas les mêmes que quand j'étais môme, et tant mieux, parce que maintenant, oui, il y a des raconter une histoire. Non, il y a des mélanges culturels qui sont nécessaires. C'est ça, là, c'est toujours vital. à mettre le vieux théâtre, etc. À 7 ans, j'allais beaucoup à la Comédie Française. Mon oncle communiste m'y amenait pratiquement 2 fois par semaine. Et je vois un spectacle, L'Avare, joué par Fernand Ledoux. Et là, tout d'un coup, je découvre quelque chose que je pouvais qu'ignorer. C'était
quelqu'un qui possédait l'âme de toute une famille. Et c'était d'une violence, c'était sourd. Je n'ai jamais vu la VAR représentée comme ça. Et ça, c'était... Excuse-moi. Non mais, excuse-moi, j'ai pas vu ta version, mais c'est certainement ça. Non mais, je l'ai dit en le sachant. Mais je viendrai et je verrai si je retrouve le doux en toi. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Donc ce théâtre, à l'ancienne, il était très fort sur un gamin de 7 ans. C'était toujours mieux avant. Mais bien sûr, mais bien sûr que non. C'était beaucoup. Mais non, c'est pas vrai. Bien sûr, on entendait moins de conneries. Ça, c'est un crime. Un mot de Jacques Weber et Xavier Boussillon. Il y a un élément qu'on oublie. Bon, d'abord, le théâtre se pratique toujours en traversant l'économie qu'il est obligé de traverser. Donc parfois, il faut faire avec. Ces lieux existent quand même, sont des lieux très importants, massifs, qui représentent quelque chose dans une ville. Bon, on ne va pas d'un seul coup les abandonner sous prétexte que, etc. Il faut se démerder. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans énormément de cas, et Dieu sait si j'avais des maires rock'n'roll, j'ai eu des extrémistes de droite quand même, aux deux extrémités de Lyon et à Nice, à l'époque. J'ai eu d'un côté Jacques Médecin, de l'autre Jacques Perrat. Bon, donc c'était fort charmant. Mais en tout cas, et c'est là où c'est quand même très très intéressant, c'est de me rendre compte que c'était l'État en la circonstance qui me garantissait une indépendance absolue. Voilà. Car, il faut peut-être le rappeler aux gens, il y a, lorsqu'il y a des lieux de culture comme ceux-là, il y a un mélange entre ce que l'on appelle les collectivités locales, les subventions des collectivités locales et la subvention de l'État. S'il y a une rupture de la parité, c'est-à-dire si l'État se désengage, et c'est là où on est dans un problème extrêmement important, si l'État dit « nous, on ne peut plus, démerdez-vous », alors là, on est en danger, surtout en ce moment. Parce que oui, là, on n'est plus indépendant. Là, le maire peut agir de façon extrêmement importante et les collectivités locales aussi. C'est ça qui est... Alors ça, c'est des choses, ce sont des rouages, c'est moins généraliste, mais c'est peut-être justement plus pertinent. Il faut faire attention à ça. Moi, je sais que dans certains cas, oui, l'État m'a permis une forme d'indépendance de protestation. Ça m'a permis d'être un lieu indépendant, libre et imaginatif. Quoi. On peut être indépendant tout en étant payé par l'État. Tout en étant dans une institution, oui, tout à fait. Et vous ne croyez pas que si l'État, aujourd'hui, se désengage comme ça, depuis en tout cas 30 ans, c'est qu'il y a des... Purement économique et électoraliste. Non, c'est pas uniquement... Est-ce que ce sont des gens qui sont à peu près incultes? Oui, alors moi j'allais parler des il y a une inculture, c'est politique. Ces politiques ne lisent pas, ne savent rien. C'est pas leur problème. Non, mais, c'est pas leur problème. Non, mais ils s'en foutent, c'est pour ça. Et voyez les individus, vous ne regardez pas le système. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, attends, je vais dire un truc. Excuse-moi. Je voulais dire un truc après Charles, c'est que quand on dit les gens viennent voir le machin, le truc, il y a des gens, et c'est tout à leur honneur, qui s'en foutent. Par exemple, moi, la Coupe du Monde de handball, je m'en contrebranle. Mais vraiment, le handball, c'est très très loin de moi. Je me dis, les types ont gagné, ils ont dû faire leur boulot. Tu as tout un tas de gens qui sont très 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 ravis que cette victoire... mais c'est très loin de moi. Donc j'imagine qu'un type qui va voir un film quelconque ou bien... ils se disent, Marcel Duchamp, l'urinoir, mais quoi ? Il faut considérer qu'il y a une proportion de gens, ça ne les concerne pas et ça ne les empêche pas d'être dans la culture. Parce qu'on les a pas. Ça ne les empêche pas d'être dans la culture. Dans leur coin, vous allez voir. Ça ne les empêche pas d'être dans une chose culturelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être autant de culture dans une quiche Lorraine que dans le meilleur Rauschenberg. Mais c'est-à-dire que quand on va parler de quiche Lorraine dans pas longtemps. C'est super important parce que qu'est-ce que c'est le problème? C'est un discours qui est possible ici. On parle quand même en public. Mais pas forcément très sérieusement des choses, parce qu'on parle de culture, on parle de trucs qui sont fragiles. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut réfléchir. Celui qui baisse son pantalon a toujours tort. Non, pas toujours. Ça dépend. Non, mais je sais pas, parce que je regrette quand même de vous dire que dans tous les théâtres dits d'État, c'était un théâtre public. Il faudrait avoir... Attendez, laissez-moi finir. Oui, mais je sais. Moi, je parle de ce que je connais. Je ne suis pas comme certains d'entre vous qui parlent de tous les spectacles qu'ils n'ont absolument pas vus. Parce qu'il semblerait que vous n'avez rien vu dans le théâtre public. Je voudrais simplement... Ben oui, non, pour dire des choses comme vous dites. Non, c'est pas vrai. Dites-moi ce que vous avez vu dernièrement. Non, mais pour en venir à ce que je voudrais dire, c'est que
tous les théâtres, le théâtre public en France, c'est quoi? C'est tous les théâtres, à part le théâtre privé qui n'est qu'à Paris. Il n'y a pas de théâtre privé en France. Il n'y a qu'à Paris, c'est-à-dire c'est le théâtre privé comme on connaît. Une vingtaine de théâtres face à des milliers. Donc c'est très peu. Et voilà, tout le reste, c'est des théâtres publics. Donc c'est des théâtres subventionnés, c'est comme ça que ça fonctionne depuis des lustres. C'est bien, c'est mal, c'est autre chose, c'est comme ça, c'est avec ça qu'on se démerde. Et autour de ça, mais bien évidemment, je suis pour que tous les arts s'expriment et avec cette férocité qu'il peut y avoir entre nous. Mais ne dites pas, je vous en supplie, ne dites pas, arrêtez de dire des contre-vérités comme les politiques, d'accord, en disant que dans le théâtre public, il n'y a que des vieux Molières qui se montent. Moi, en effet, non, ben, vous pouvez le dire, parce que moi, je fais partie des vieux cons qui ont monté Molière en moderne et Molière en ancien. C'est pas le problème. D'un seul coup, vous vous adoucissez parce que je le dis devant vous. Alors, tout à l'heure, vous étiez là, oh là là, merde, les Molières, le maire, les votés, par exemple. Ah, bah si, madame le Sophie Perel. Je veux parler d'un truc. Nous, on est sollicités. Moi, je suis sollicitée en tant que... Sophie Perel. Voilà. J'ai adoré. Voilà. Ouais, mais c'est pas le problème de l'ego, là. Le problème, moi, ça fait 3 ans qu'on me sollicite parce que je suis une femme, je fais des pièces de théâtre pour diriger un théâtre. Et je refuse. Parce que j'estime que... Attendez, Jean Vilar a fait beaucoup de mal, quoi. Jean Vilar, il jouait comme une patate. Je suis désolée, quoi. Il faut arrêter. Il y a une tradition française qui a pleuré, quoi. Et moi, artiste, je ne veux pas diriger un théâtre. Parce que c'est un autre boulot, quoi. Et je réponds à Agnès B tout à l'heure. Je viens du 93. Je suis d'origine italienne-espagnole. J'ai eu le prix de Rome à 20 ans. Je suis coproduite par des centres d'art, des centres chorégraphiques et des théâtres. Et je refuse d'endosser la casquette de directeur de théâtre parce que je suis une artiste et que cette bataille-là, elle est déjà monstrueuse, quoi. Donc quand vous me parlez, car je sais, monsieur Berling, que vous faites le clip du maire UMP habillé en sirène à Toulon et que vous êtes sur la liste d'Hidalgo, ça me choque. Ça me choque. On peut parler de Charlie, mais il faut être sérieux. Un artiste, c'est pas un homme politique. C'est pas un mec qui gère une structure. Moi, j'ai rencontré des grands programmateurs de théâtre. Ariel Goldenberg, Didier Fusilier. Ouais. Eh ben oui. Et ce ne sont pas des artistes. Ce ne sont pas des artistes, bordel. Être artiste, c'est déjà monstrueux à gérer. Et maintenant, vous vous occupez du personnel, d'une petite programmation. En plus, ça devient incestueux. Parce que comme vous êtes artiste et que vous dirigez des théâtres et que plus personne n'en a rien à foutre de vos pièces, vous les échangez les uns les autres. Donc ça devient une espèce d'inceste. Le cliché, la mais caricature. non, c'est pas un cliché. C'est dommage que mais non. C'est dommage. C'est oui, Ça se passe comme ça dans le théâtre. Cela dit, il n'y a pas que le théâtre. Alors, il ne faut pas aller au point, alors il faut aller jusqu'au bout, Sophie. Mais elle est quand même prix de Rome, elle a quand même besoin de dire qu'elle est prix de Rome à la Villa Médicis. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est pas l'État qui a apporté ça. Personne ne dit qu'on endort les gens. Vincent Carré. Non, si, parce qu'on n'a pas répondu finalement à la question du mécénat. Donc moi, je suis très heureux d'avoir Agnès B à côté parce que il y a des mécènes très intelligents dans ce pays, il y en a aussi en Europe et le mécénat est une part importante de ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas eu le choix, nous, que de se tourner vers les entreprises en essayant de se tourner vers les plus intelligentes, vers celles qui laissent le champ à l'indépendance, à la liberté pour les porteurs de projets. Et c'est avec elles qu'on essaye de travailler. L'indépendance, quand il y a une question, c'est un budget. Hein, on fait travailler des gens, on construit des projets. Moi, ce que je fais à Lyon, c'est des structures qui sont autofinancées à pratiquement 90% aujourd'hui et qui mélangent effectivement l'apport des festivaliers, des spectateurs, des entreprises, un peu des collectivités locales, etc. Et on travaille comme ça avec ce mix qui nous permet de préserver l'indépendance. Mais c'est ça qui est très important. L'indépendance, elle appartient aux porteurs de projets, elle appartient à ceux qui dirigent les structures. S'ils ne sont pas combatifs, s'ils sont flexibles, s'ils ont l'échine un petit peu trop fragile, effectivement, ils peuvent tomber sous quelques problèmes avec aussi bien les élus d'ailleurs que les chefs d'entreprise. C'est pratiquement du même niveau. Le type de pression qui peuvent exister. Mais la résistance à ça, c'est quelque chose qui est essentiel quand on porte un projet. C'est aussi la diversification. Combien de temps vous mettez pour monter le projet ? De toute façon, on travaille toute l'année. On a un lieu culturel à Lyon qui s'appelle Le Sucre, qui est sur le toit d'un immeuble, qui est 100% autofinancé, qui est ouvert 250 jours. Vous mettez un projet, vous mettez combien de temps pour le monter ? Ça dépend. Nuit Sonore, on met 1 an pour le faire. Du coup, le Sucre, il est ouvert tous les jours. Un point important qui a bien été noté
mais aussi par d'autres intervenants, c'est qu'au fond, quand on a un seul partenaire, un seul intervenant financier, on est en difficulté parce qu'il a beaucoup de pouvoir sur vous. Bien sûr. Si vous avez l'État, les villes, les régions, les départements, si vous avez aussi du mécénat d'entreprise, ça permet, par cette diversification, vous avez des possibilités d'abord de multiplier des financements, le cas échéant, mais aussi d'arriver à trouver comment dire, une capacité de vous renforcer, de vous solidifier. Donc l'État seul, ça pose un certain nombre de problèmes. L'entreprise seule, c'est catastrophique. On le voit d'ailleurs aux États-Unis. Pour le coup, le mélange des deux, plus d'autres acteurs, au plus on va les multiplier, au mieux c'est. Il y a d'autres acteurs dont on ne parle jamais, ça s'appelle le public. Est-ce que le public seul, ça peut marcher ou c'est impossible? Ça marche dans le théâtre privé, ça marche dans les industries culturelles, c'est-à-dire là où il y a suffisamment de... Non, pas seulement, vous avez raison, mais un peu plus. Il faut voir, alors là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Oui, c'est dommage, c'est la fin. Il faut voir comment et avec quoi ça marche dans le théâtre privé, et ça ne marche pas uniquement avec l'argent du public. Comme vous le savez, il y a le problème du fonds de soutien. Bien sûr, il y a le fonds de soutien. Puis et vous savez très bien qu'il est en train de battre de l'aile très sérieusement parce que les gros nantis qui l'alimentent n'ont plus envie très bien d'y participer, ce qu'on peut comprendre dans une logique économique, on peut parfaitement le comprendre. Mais le théâtre privé, justement, il est très représentatif de ce que pourrait être le théâtre si d'un seul coup l'État se désengage totalement. Et là, on serait... attention, je ne fais pas un procès c'est un théâtre intéressant, mais il y aura plus les autres. Voilà. Il y aura moins de diversité. Là, on est quand même dans une relation de... On vous fait un spectacle qui doit marcher avec des clés soi-disant que l'on connaît, et on livre un parking restaurateur. Il y a aussi d'autres acteurs quand même. Il ne faut pas oublier les universités dans certains pays qui jouent un rôle très important. Il ne faut pas oublier aussi la démultiplication dans les communautés. On peut trouver le mot pas agréable, mais par exemple dans la communauté mexicaine aux États-Unis, dans la communauté cubaine, vous allez avoir un immense investissement, certes pour des auteurs cubains, etc. Le festival de films mexicains, le festival de films juifs, le film gay, etc. Mais tout ça peut jouer aussi des rôles parallèles. Et je pense qu'il faut, enfin, vous savez, dans la situation où on est, il faut tester, il faut ouvrir toutes les possibilités à la fois. Vous voyez, vous parlez de communauté mexicaine, de communauté. Moi, j'ai été 2 mois au Liban, par exemple. 2 mois au Liban. On est là, les mecs, ils se disent, on va monter une pièce de théâtre. Non, alors là, on ne peut pas dire ça parce que ça va déplaire à cette communauté. Là, on ne peut pas dire ça parce que ça va déplaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, justement, où il n'y a pas cet État républicain, comme me disait Jacques tout à l'heure, qui va être garant de cette liberté fondamentale, laïque, putain de bordel de merde, tout le monde est descendu dans la rue et maintenant on en parle comme si c'était rien. C'est pas rien, c'est énorme. Non, parce que elle me contamine. Non, mais c'est peut-être nécessaire au-delà non, mais je n'ai pas attendu pour dire des gros mots. Mais ce que je veux dire, non, mais laisse-moi finir. Je n'arrête pas de dire bordel de merde. Pourquoi il m'empêche de parler? Mais je t'empêche pas de parler, je te demande de ne pas dire bordel de merde comme respiration. Prends d'autres respirations. Non, mais il n'y a pas qu'une communauté, c'est aussi en les additionnant. C'est dommage, tu vois, tu défends tu devrais... Qu'est-ce que je défends? C'est dommage. Je défends le théâtre vivant. Vous avez raison, il faut faire l'universalisme. Le communautarisme, bordel, mais allez voir ce que c'est le communautarisme. Les pays où il n'y a que ça. On ne peut pas refuser non plus aux gens d'avoir des identités. Et donc, les identités, elles existent. Il y a des gens qui ont envie d'aller dans un théâtre juif, etc. Mais par contre, ça peut aussi leur permettre de s'ouvrir. Et donc, moi, je crois à ce qu'on appelle les identités multiples. Vous pouvez être juif, mais vous êtes aussi un Français. Vous êtes aussi, par exemple, une femme. Vous êtes aussi... etc. Et donc tout ça fait finalement universaliser. On est dans la doxa. Jacques Weber. Non, on n'est pas dans la doxa. Jacques Weber. C'est très important parce qu'on pourrait croire que d'un seul coup je suis un tenant du théâtre public et que je vais le théâtre privé. Pas du tout. Je dis simplement que ce qu'il faut essayer de retrouver et de cultiver, c'est la complémentarité. Je ne suis pas du tout contre des spectacles que je n'aime pas. Ils doivent exister aussi. Mais je constate une chose, c'est que certains théâtres privés sont en train de crever la gueule ouverte. Ils sont vendus de plus en plus vite. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils se font des jauges épouvantables parce qu'ils essaient de prendre des risques absolument considérables. Et d'autres même, avec des risques beaucoup moins importants, se cassent également la gueule. Donc c'est très préoccupant. Et ce que je veux dire, c'est que vous prenez le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, la grande réussite, c'est la conversation. L'entretien bienfaisant d'une conversation, disait Louis Jouvet, c'est ça le théâtre, entre le off et le in. C'est ça qui est très beau. Qui est très ténu aujourd'hui, ce dialogue. Et en même temps, on sait que ça représente aussi des soucis économiques assez considérables. Mais le off est coupé du in, beaucoup aujourd'hui. Oui, mais... Ils ne se parlent pas du tout. Ils ne se parlent même plus du tout. N'empêche que l'interaction joue. Il y a une vitalité. Et puis heureusement, il y a la ville qui bouge et des villes. Là, tout le monde... Plus d'un millier de spectacles par jour. Alors, ceci posé, il n'y a pas une loi sociale qui est respectée dans le off.
Il ne faut quand même pas l'oublier. Et ça ça soulage pas mal de politiques. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Il y a moins de problèmes avec le chômage. Ils pleurent misère, c'est les plus fragiles. Bah, Ce qui est intéressant, dans la ça. conversation que j'avais avec Charles juste avant qu'on vienne ici, c'est que quand même il faudrait s'intéresser aux plus fragiles. Parce que la création, elle est là. Elle est alors qui est-ce qui s'intéresse à eux? Qui est-ce qui s'intéresse à eux? La quinzaine des réalisateurs à Cannes, elle nourrit l'officiel. C'est les plus fragiles, c'est quoi? C'est Apple, c'est Google qui ne payent pas leurs impôts et qui sont anti-civiques au Qui est-ce qui maximum. s'intéresse C'est ça, c'est pas eux les plus fragiles. Moi, je m'intéresse dans la vie aux plus fragiles. Peut-être pas vous, mais voilà, c'est comme ça. Nous aussi. Mais il y a aussi ceux qui font les nous choses aussi. avec très peu de choses. Voilà, Des choses qui vous bouleversent avec rien. Il faudrait réapprendre à ça, peut-être. Regardez, Kerven et Delepine. C'est arrêter de mettre des plans hyper chers pour que les... D'accord, Agnès. Non, Kerven, mais l'un des ça meilleurs peut être tellement films. beau, quelqu'un qui fait des bulles de savon, qui dit 3 lignes d'un poème. Ouais, et... ça c'est bien et Voilà. ça arrangerait bien tous nos politiques. Non, ça arrange Kerven, excuse-moi. Les artistes, Il y a après des tout, on a choses- pas besoin d'argent. Ça c'est génial comme discours. On parle pas des mêmes systèmes économiques parce que Un des meilleurs films français cette année, c'est le film de Kerven et Delepine avec Houellebecq, Near Death Experience. Il a coûté 150 000 €. Ce qui se passe dans l'art contemporain, la relation même au sérail, au conditionnement d'origine. On est encore dans les vieilles histoires. Fait que le rapport est. Parce que- On sait pas, si on fait le point sur l'émission, on ne s'est pas du tout compris, on ne sait pas de quoi on a parlé. Non, là. mais parce que quelqu'un peut faire Mais un fondamentalement, ce que dit Agnès B est juste, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a pas eu besoin d'argent. Par exemple, dans l'art contemporain, il y a des grandes œuvres qui n'ont pas eu besoin d'argent. Et le côté leader price du ministère de la Culture fait qu'il aimerait bien répandre tout ça. Ça a commencé par les petites formes, par le saupoudrage dont tu parlais, et une espèce de discountisation de la culture. Mais on sait que l'État n'a pas d'argent. Je ne sais pas pourquoi on fait comme si l'État avait de l'argent. Mais Il n'en a pas, c'est enfin. pire que ça. Il est occupé par des gens stupides et incultes. Non, je ne dis pas mais ça, bien sûr moi. que si. c'est Ils un ne lisent deuxième pas, Moi, je ils ne ne dis voient pas ça. Ça va être pas, parfait. ils ne Moi, je ne dis pensent pas qu'à leur ça. carrière. Mais vous ne dites pas, mais moi je le dis. Je pense que... Reste que vous avez un peu partout dans le pays quand même. Dernier mot. Dès que vous voyagez, à nouveau, bon, à Avignon d'où je viens, mais c'est vrai dans les Bouches-du-Rhône, c'est vrai à Nantes, c'est vrai à Lille, c'est vrai dans des petites villes, c'est vrai dans les Hautes-Alpes de Haute-Provence, à Forcalquier ou ailleurs, vous avez partout. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a des artistes, il y a des troupes. Mais bien sûr il y a qu'il y a du des gens spectacle, partout. il y a de l'innovation, Bien sûr. Il y a des bonnes bulles volontés de savon, partout. des bulles de savon. Bien sûr. Et c'est quand même formidable ce pays. Bien Voilà. Il sûr. y a même des mecs qui font Il y a des trucs gens géniaux, prêts à faire des tu choses. vois. Il y a ça des vient gens pas de qui nulle vont... part, ça. C'est ça Attendez, qu'on le dit, cinéma. Ah, vous étiez comme ça quand vous étiez... Non, mais ça ne vient pas de Souvent, on l'a nulle fait, part, hein. ça. Et ça, c'est. Mais ça vient veut de dire ce qu'on que- est Non, mais ça veut dire que c'est une tous, volonté que ça existe. Il y en a qui ont pas. besoin de C'est s'imposer. Il n'y a ça pas qu'on est en besoin de train dire, volonté là. que ça existe. Et cette pour volonté, elle Résistance, existe. et ils le font. Et il y a un C'est une moment, volonté do individuelle. it, quoi. Il faut le faire. Oui. Puis voilà, avancer. Allez-y, faites. Je voudrais qu'on s'intéresse cinéma. maintenant. Pardon. On fait, qu'est-ce que c'est que Dernier cette mot. histoire qu'on fait Le cinéma. Oui, dernier mot. Non, le cinéma, je pense qu'il y a des jeunes gens, filles, garçons, qui vont faire des films avec rien, avec leur téléphone, et qui vont faire des 3 minutes qui vont nous bouleverser. J'espère Voilà. que ça C'est arrivera vers bientôt, ça. parce que depuis le temps qu'on en Moi, c'est parle. en ça que je Oui. crois. Ouais, génial. Et puis comme C'est en ça que je Non, crois. moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais Alors, Ah bah si, j'y crois. moi. Ah, je voudrais qu'on Agnès, continue. vous n'avez pas 3 gagné de minutes l'argent avec d'émotion. vos- Je suis optimiste, avec hein. vos Je fringues, Je voudrais c'est qu'on quand même continue de extraordinaire. parler, J'y puisque crois. c'est culturel, la Oui, gastronomie. toute la Les génération, artistes bien doivent être pauvres sûr. pour être géniaux, mais par contre, dans le luxe, non, ils sont pas pauvres parce qu'ils peuvent être géniaux sans être pauvres. Pourquoi ce discours paupériste, là, volontaire? Je trouve ça, Moi, je suis pas abominable. Agnès. dans le luxe. T'as vu les gardiens de la galaxie? Je comprends Est-ce ce que que t'as vous vu les dites. gardiens de la Je suis pas dans galaxie? le jamais les Dernier arrêter. truc. Donc, Est-ce que tu as regardez-moi. vu les gardiens de la Maintenant, on va galaxie? s'intéresser à la gastronomie, Non, qui tu est m'as aussi déjà un demandé tout à sujet l'heure. culturel. Je sais, le La plus cher. sortie du guide Michelin, Mais comme oui. chaque année, a Et tous les taxis mobilisé l'ont vu. les médias. Les gens de cinéma. Regardez. Il est toujours très attendu par les gastronomes. Le palmarès du guide Michelin vient d'être dévoilé. Depuis sa création en 1900, chaque année à cette époque-ci, les gourmets et les maîtres queux tremblent un peu. En effet, c'est la sortie du nouveau guide Michelin. La sortie du guide Michelin 1989, la Bible des gastronomes. Le Michelin 98 qui récompense les meilleures tables et les meilleurs cuisiniers. Le guide Michelin a distribué ses lauriers pour 2005. Il a fait 1 heureux et 2 malheureux qui quittent le club très fermé des 3 étoiles. C'est la référence, le guide Michelin en matière de guide culinaire. 2 nouveaux restaurants entrent dans le club très fermé des 3 étoiles au Michelin. Les frères Meyer en Savoie et Yannick Aleno pour Paris. Un grand cru 2015 dévoilé dans les salons feutrés du Quai d'Orsay. La gastronomie est un ambassadeur extraordinaire. Extraordinaire. Et à l'intérieur de la gastronomie, le guide Michelin
c'est la référence mondiale. Ça fait du bonheur, ça fait chaud au cœur, ça fait, je sais pas ce que ça fait. C'est indescriptible parce que voilà, on fait partie des meilleures cuisines du monde. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant, quoi. Depuis que je fais de la cuisine, je rêve de cela et effectivement, je les ai laissés en 2013. De les retrouver aujourd'hui, c'est quelque chose de fantastique. Être étoilé pour un chef, c'est une manière d'accéder à un statut presque royal. Et si aujourd'hui tout le monde peut devenir critique gastronomique sur Internet, le Guide Rouge met en avant son professionnalisme. Derrière le mot de sélection du Guide Michelin, vous avez des inspecteurs anonymes payés par Michelin qui payent leurs additions et qui font une sélection. Et donc pour les gens Internet, il y a beaucoup d'informations. Pour les gens qui veulent vraiment une information ciblée, c'est le Guide Michelin. Alors, nous ont rejoint sur ce plateau Franck Pinet-Rabarouste. Vous êtes journaliste gastronomique, vous avez travaillé pour le Guide Michelin. Depuis, vous avez fondé le site d'information gastronomique atabula.com. Mais dans une tribune récente, vous avez félicité le Michelin pour son travail de diffusion, de révélation et de mise en avant des belles adresses. C'était dans le Huffington Post. Perico Légas, vous êtes critique gastronomique à l'hebdomadaire Marianne, vous êtes l'auteur du dictionnaire impertinent de la gastronomie et vous êtes un adversaire résolu du Guide Michelin. Cette année, c'est encore pire. Vous l'accusez d'être responsable d'un jeu de massacre, je vous cite, encore plus violent que d'habitude. Il massacre quoi, le Guide Michelin? La cuisine française. Carrément. Oui. Oui, ils ont une certaine idée de la cuisine. Alors, vous parlez de cuisine d'un art officiel. D'abord, quand on lance un guide gastronomique dans les palais de la République, au Quai d'Orsay, avec le ministre des Affaires étrangères, un guide qui n'a cessé d'encenser, c'est son rôle, que des cuisiniers étrangers, en Espagne, en Angleterre, au Danemark. Il encense aussi les cuisiniers. Des cuisiniers qui envoient des gens à l'hôpital en intoxiquant leurs clients par une cuisine chimique, c'est factuel. Non, mais c'est factuel. Voilà. Pas de diffamation sur ce plateau. Non, mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Les journaux de France 2 et France 3 ont relaté les intoxications du restaurant Nomade, du restaurant Eston Blumenthal. Mais c'est factuel. C'est factuel. On peut le témoigner. Et ça a permis à la presse, qui n'aime pas la France, surtout au moment de la guerre d'Irak, de dire que la cuisine française était en perdition, que les chefs français étaient ringards, que la France n'était plus le pays de la gastronomie, parce que le Guide Michelin avait donné 3 étoiles à ces cuisiniers qui n'en sont pas, qui sont des chimistes. Donc déjà, qu'il soit reçu par monsieur Laurent Fabius au Quai d'Orsay, ça me choque avec les deniers publics. On fasse la promotion la brochure d'un marchand de pneus multinational. La prochaine fois qu'on laisse la prochaine lessive. Il y a de très bonnes lessives qui vont venir quand on les lance au Quai d'Orsay. Je pense que Peugeot et Renault seront ravis aussi de lancer leur prochain modèle à partir du Quai d'Orsay. Ce que je voulais dire, je reviens juste ce que dit en France aujourd'hui, à cause du Guide Michelin, on ne peut plus manger ni Phèdre, ni Britannicus, il n'y a plus de Molière, il n'y a plus d'Edmond Rostand, il n'y a plus d'Hernani, il n'y a même plus Antigone de Hanouilles, on est obligé de manger la cuisine du moment, c'est-à-dire la cuisine 68 ardisée, libérée sous les pavés la plage, et qui a renié toutes les valeurs fondamentales, tout l'ADN de la cuisine française, qui est une cuisine de géographie, de sociologie, de culture, de tradition, de transmission de patrimoine, de valeurs. Voilà. Et bien on en est là, et je regrette que le Guide Michelin, qui fut le gardien, j'ai une énorme estime pour le Guide Michelin, ce fut une institution, je regrette qu'il ait fait ce suivisme, cette espèce de renonciation et de démission pour suivre l'ère du temps, qui aujourd'hui n'est plus que quelque chose qui se lèche, qui se suce et qui s'avale avec la langue, voilà. Il n'y a plus de cuisine qui se mange. J'avais pas, vous alliez dire qu'il se vomit en plus, etc. Quelquefois, il y a du vomi dans l'assiette. Franck Pinet. Quel tempérament. Il est bien préparé. Il y va un peu fort. C'est la faconde de Perico. Pas du tout. Qui est dans le ton de ce soir. Charles Berling a donné un petit peu dans quelques mots. Bon, Perico, il va de sa faconde. Non, le Guide Michelin, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de s'adapter. Il essaie juste de coller au rythme de la gastronomie qui va de plus en plus vite. Et qui a le droit de changer. On l'a taxé pendant des années de conservatisme. On disait, le Guide Michelin, c'est le truc en poulet, qui ne bouge pas, c'est la nappe, les vieux codes, tout ça. Bon, Perico déjà était à sa place et déjà gueulait contre le Guide Michelin. Bon, le Guide Michelin, au moins, aujourd'hui, essaye d'évoluer. On va au moins lui prêter ça ce soir. Ou de régresser. Non, il régresse pas, il avance. Voilà. Mais le problème, c'est que la gastronomie va trop vite. Alors, les pneus Michelin tiennent la route, on ne verra pas le contraire ce soir.
Mais en revanche, effectivement, le guide Michelin, lui, il essaie de suivre le mouvement, il le fait plus ou moins pour bien. reprendre la métaphore de Perico Légas, et qui conviendra à nos autres invités, puisque ça nous remet dans le débat d'avant, est-ce qu'il a raison quand il dit ils ont sacrifié Phèdre, Racine, tout le théâtre classique, sous-entendu la cuisine classique, pour adorer des trucs d'avant-garde branchés, quoi. Il reste Bocuse. Cette année, tout a été éradiqué. Les non, restaurants tout n'a pas été éradiqué. Il y a effectivement une volonté d'avant-gardisme du guide Michelin qui est en train, et c'est là où je peux vous rejoindre, il perd effectivement son identité. Voilà, chaque guide, chaque média, et on est bien placé pour le savoir, a un positionnement éditorial. Le guide Michelin est en train de le perdre. D'autres, comme le fooding, Omnivore et d'autres, ont incarné la nouvelle cuisine, le renouveau, la cuisine en mouvement, les jeunes chefs tatoués, poilus, tout ce qu'on veut. Bon. Le guide Michelin, lui, là-dedans, il faut bien qu'il évolue. Il est sommé d'évoluer, sinon il va mourir en tout cas. Et en plus, il a la dimension économique. On lui a dit, tu gagnes de l'argent ou alors sinon, on va peut-être passer sous d'autres mains. Donc, entre les deux feux, il a juste choisi celui d'avancer. Il le fait à sa façon, c'est-à-dire que c'est un peu une grand-mère aussi, hein, donc il avance doucement. Il s'en sort pas si mal que ça, voilà. Oui, mais ça date pas d'hier quand même, le fait que le guide Michelin veut s'adapter. On a retrouvé une archive des années 70, à l'époque du grand débat sur la nouvelle cuisine. Par exemple, le guide Michelin sermonnait une vieille institution de la gastronomie française qui s'était pas encore mis à la nouvelle cuisine, regardez.